BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans Tech Co, la quotidienne. On est ensemble jusqu'à 21h30 sur BFM Business. Alors beaucoup de sujets ce soir, évidemment, on va encore parler d'intelligence artificielle. Parce que tiens, ce mystérieux appareil dont on parle souvent entre, vous savez, Johnny Ive, le designer d'Apple, dont la société a été rachetée par OpenAI, Sam Altman, eh bien on en saurait peut-être un peu plus. En plus, on a eu toutes ces infos dans des histoires un peu rocambolesques. On va découvrir tout ça avec nos experts. On va parler aussi d'un Français, OVH Cloud, qui allait bien hier, puisque la Commission européenne a décidé d'utiliser des services d'OVH Cloud. Mais ce soir, ce sont les résultats qui sont un peu en berne. On va essayer de comprendre pourquoi. Et puis en toute fin d'émission, dernière partie, on va parler d'une course assez étonnante de drones terrestres. Et tout cela, alors organisé par des chercheurs français, tout cela pour tester des réseaux 5G. Voilà, on va parler de tout ça, ça va être passionnant. Restez avec nous, on est ensemble pendant 1h30 sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de la tech avec nos invités ce soir, voilà, et ça va monter haut, vous allez voir dans les débats, parce qu'il y a vraiment des sujets assez passionnants. On va parler notamment, on vous l'a dit, de ce prototype mystérieux entre OpenAI et Johnny Ive, l'ancien designer d'Apple. On a Mark Zuckerberg qui fait feu de tout bois sur l'IA. On va essayer de comprendre pourquoi. On va aussi parler d'une étonnante étude du MIT qui dit que quand on utilise ChatGPT, on a le cerveau qui se ramollit. On va essayer de comprendre pourquoi. Voilà, avec nos experts, ils sont là ce soir. Yves Maître, bonsoir Yves. Bonsoir. Merci d'être venu avec nous, operating partner chez Jolt Capital, ancien président de HTC. Et tu connais évidemment par cœur cet univers. On le disait, on parlait de Vivatech juste avant de rentrer dans le studio. Et c'est vrai qu'à Vivatech, je pense que tu as été happé tous les 10 mètres par tous tes copains du secteur qui étaient là-bas. C'était plutôt une bonne édition de ce Vivatech. Non, c'était un bon cru, on a pu faire plein de networking, il y avait vraiment beaucoup de monde, très varié. Et je trouve que c'est, oui, en effet, une très bonne édition. Et je trouve que Vivatech est bien enraciné maintenant dans la tech française, voire même européenne, et de plus en plus mondiale. Oui, c'est vrai. On a vu beaucoup d'étrangers. Il paraît même qu'il y avait une pub Vivatech à San Francisco, quelques jours avant. Avec nous également Clément David. Salut Clément. Salut, comment ça va ? Président de Theodo Cloud. En ce moment, ça va les contrats cloud, parce qu'on entend beaucoup dans le monde du service. Là, c'est un peu compliqué. Ouais, mais ça va. En fait, tu as une hype sur la data et l'IA notamment. Et en fait, de plus en plus, c'est dans des écosystèmes cloud native, c'est impossible de faire un pas sur la partie cloud. Donc, si tu sais te positionner en disant, OK, les gens qui font d'habitude des infrastructures pour des sites web, là, ils les font aussi pour des data platforms, pour des projets d'agents IA, etc. En fait, il y a une sacrée dynamique à prendre. Donc, non, ça va. Ah, bon, très bien. Et mais puis, c'est gentil de te soucier. Hein. Écoute, non, mais quand j'entends aujourd'hui, je vois pas mal de SN en ce moment qui tirent un peu la langue. Il y en a pour qui c'est dur conseil aussi. Et c'est dur, surtout quand elles sont assez larges dans les cabinets de conseil aussi également. Et puis, avec nous ce soir, Lucas Perrodin. Bonsoir, Lucas. Bonsoir. Merci d'être avec nous, fondateur de AI Partners, ancien directeur de Meta Reality Labs. On parlera notamment... tu m'as un peu tuyauté l'autre jour. Tu m'as donné quelques infos quand Mark Zuckerberg... les coulisses quand Mark Zuckerberg cherche toujours à débaucher des ingénieurs en AI en leur proposant plus de 200 millions de dollars, 100 millions de primes à l'embauche, 100 millions de salaires annuels. Je suis allé voir... j'ai tout de suite appelé Lucas. Je me suis dit, il doit savoir un peu qu'est-ce qui se trame derrière tout ça. Et on va en reparler. En tout cas, merci d'être avec nous. Lucas, on te retrouvera d'ailleurs, on fait un peu de teasing à la rentrée. Alors évidemment ici même Tech Co la quotidienne, mais aussi dans Tech Co Business, on parlera de tout ce que tu fais avec AI Partners. Ce dont on vient de parler, je confirme, on pose des agents sur des environnements cloud privés, publics, et qu'il y a un gros business à venir là-dessus pour les entreprises. Et le conseil va peut-être mal, mais en tout cas le conseil dans l'agentique, ça va. Ça va bien. Eh bien, on en parlera. Voilà, à l'occasion, ce sera la rentrée. Voilà, rendez-vous est pris. Je sais plus, c'est le 1er ou le 8 septembre. Le 8 septembre. 8 septembre. Voilà, on est déjà prêt à faire un grand bond après l'été. Allez, on démarre avec. Alors tout ça est né. C'est des documents judiciaires qui ont révélé les premiers travaux d'OpenAI et d'IO. Alors IO, c'est cette start-up créée par Johnny Ive, l'ancien designer d'Apple, qui s'est fait racheter 6,5 milliards par OpenAI.
ça restait très secret. Et puis voilà, il y a une petite start-up je crois qu'ils font des écouteurs connectés qui s'appelle IYO et qui a porté plainte en disant voilà que il y avait des choses, des histoires de brevets. Ils ont porté plainte contre cette entente IO OpenAI en disant ils nous ont piqué des idées. Enfin, c'était pas très clair. Mais à travers tout ça, à travers ce procès, eh bien on en sait un peu plus sur ce que prépareraient Johnny Ive et Sam Altman. Tu as regardé ça ? Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, effectivement, quand on fait un procès, les parties sont obligées de dévoiler un certain nombre de pièces pour prouver leur bonne foi. Et dans les pièces qui prouvaient leur bonne foi à donc Altman et Ive, donc Ive qui est l'ancien designer en chef d'Apple, on s'est rendu compte qu'ils avaient fait l'acquisition de 30 casques différents pour pouvoir les disséquer, puis qu'il y avait un peu de recherche dessus. Et alors après, il faut savoir que OpenAI est démenti. Ils ont dit que ce ne serait pas un casque, ce ne serait pas un wearable, ce ne serait pas une montre. Intra-auriculaire. Ils nous racontent ce qu'ils veulent. Moi, je pense que la manne AirPod, c'est AirPod que ça s'appelle, c'est AirPod, c'est ça. C'est un énorme business. Le business AirPod, ce serait, j'ai vu une stat, je crois que ce serait la 20e entreprise cotée aux États-Unis si c'était une boîte toute seule. C'est plus que Netflix, je crois, en termes de chiffre. C'est plus que Netflix, juste les AirPods. Donc c'est une manne gigantesque. Et l'idée de transformer l'interaction ordinateur-humain que nous on avait chez Meta avec AirVR à travers un assistant conversationnel. En plus, l'AirPod, il y a un problème qui est littéralement algorithmique, c'est que l'isolation du bruit, ça marche pas très bien. C'est-à-dire que si vous faites un appel avec vos AirPods, il y a des optimisations algorithmiques qui sont encore possibles. Et je pense que eux, ce qu'ils ont vu, c'est cette optimisation-là, plus un agent conversationnel dans l'oreille, plus que dans les lunettes. C'est ce sur quoi ils travaillent. Moi, j'en suis à peu près persuadé. Yves ? Non, mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, je ne vais pas dire que c'est officiel, mais entre déjà le mariage d'OpenAI et de cette société IO, on sait bien que quand on se marie, c'est un peu pour faire des bébés, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même une probabilité non nulle. Donc, il y avait quand même déjà les faire-part qui étaient prêts, qui avaient été annoncés à la presse. Là, il y a une fuite où la justice dit « Ouais, mais attendez, il y a quand même quelque chose là-dessus. » Bon, et puis, il s'avère que dans la vraie vie, il y a à faire l'objet, et puis après, il faut le fabriquer. Et quand on veut gagner, il faut fabriquer en gros volume, pas en petit volume. Et après, il y a toute la logistique, il y a toute la distribution à prévoir. Et donc, quand on commence comme ça à vraiment entrer dans le dur, il y a toujours un peu de fuite. Alors, il s'avère que dans les fuites, il y a des gens que moi j'ai pu connaître quand j'étais chez HTC parce qu'on fabriquait aussi en gros volume. Et puis, on a quelques informations. Donc, la réalité, c'est que oui, il y a un objet. Okay, que cet objet, il a été présenté déjà à un certain nombre de... En plus, je t'interromps, mais ils se sont rencontrés, les gens d'IO et d'IYO, ils se sont rencontrés à San Francisco, parce qu'ils se connaissent tous, c'est des anciens d'Apple, ils ont montré ce que chacun avait fait. C'est consanguin tout ça, je veux dire, bon, la vallée, elle n'est pas grande, d'un bout à l'autre, en 1 heure de voiture, encore quand il y a des bouchons, on fait... quand il y a des bouchons... C'est Palo Alto. Bon, bref, en plus, Donc oui, c'est lancé. Oui, ils ont contacté des fabricants. Oui, l'objet est déjà dans les mains de certaines personnes qui l'ont déjà vu. Alors après, est-ce que ce sont des leurs ? Parce qu'il y a ça aussi, la technique, c'est qu'on peut avoir des faux objets qu'on distribue pour avoir des idées de prix, etc. Mais même si ce sont des leurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose de réel. Dans combien de temps ? Quand on est au tout début comme ça, je dirais, parce que d'après les infos qu'on peut avoir dans le monde de la fabrication, des usines, c'est là, on n'est pas à Silicon Valley, on est plutôt dans des gens qui regardent les trucs, qui commencent à faire les moules, à réfléchir, à donner des prix. Quand on est à cette étape-là, il faut encore une année, le temps quand on veut fabriquer en gros volume. Donc on commence à avoir des idées assez précises. Bon, alors on ne sait pas exactement comment il va faire. Manifestement, il va être connecté, puisque Ive a dit que ce n'était pas des wearables. Donc, c'est ni une montre, ni des lunettes, ni des earplugs. Ce ne sera pas un smartphone non plus. Il a précisé que ce serait complémentaire à un troisième appareil. C'est un troisième appareil. Bon, on peut quand même, comme il y a beaucoup de portes qui se sont refermées, on peut quand même imaginer ce que ça peut être.
Et ce qu'on commence à voir, c'est aussi les timings. Et donc, on peut se dire que d'ici un an et demi, pour faire de la mass production, c'est-à-dire des gros volumes. Parce qu'après, il faut sans doute trouver les bons fournisseurs en Asie. Il y a tout un travail de mise sur le marché, de préparation, de fabrication, de mise sur le marché. Le cycle hardware, de 0, c'est 3 ans. Donc là, ils ont dit que c'était commercialisé dans 1 an. Donc, comme tu le dis, on sait très bien que déjà, quand on a l'habitude de faire du hardware, moi j'étais chez HP, on a tous été, on sait que les cycles produits, hardware is hard, comme tu disais, il reste encore un certain nombre de choses. Aussi, ils ont embauché une ancienne collègue à moi, Kathleen, qui était avec moi chez Reality Labs aux US. Et je pense qu'il l'a embauchée parce qu'elle a vécu ce chemin de croix avec Facebook, passer d'être une app à être un fabricant de hardware, c'est vraiment un sacerdoce. Et comme elle a déjà vécu ce chemin-là de 0 à 1, ils l'ont embauchée pour qu'elle leur donne un peu une accélération. Donc c'est sûr qu'ils sont pas loin. Hein. S'ils sont à 1 an de la commercialisation, ils ont déjà les modèles. Clément. Ouais, il y a une partie très floue, une partie très intéressante. La partie très intéressante, c'est que moi, par définition, j'aime les boîtes qui essaient de sortir de leur zone de confort. Et tu vois, c'est un peu ce qu'on reproche à Netflix, où maintenant, ça fait un moment qu'ils ont explosé, tu vois, avant le Covid, ils ont réexplosé pendant le Covid. Et puis ça fait un moment, on se dit, OK, à part produire d'un peu de contenu un peu différent, à part rajouter de la pub, qu'est-ce que vous allez faire ? Voir une boîte aussi jeune que OpenAI, qui a déjà beaucoup à exploiter sur la partie soft du marché, se dire, on va déjà essayer de se positionner sur autre chose. Moi, je trouve la dynamique très cool. Ensuite, il y a quand même beaucoup de flou. C'est-à-dire que on compte pas le nombre de fois où Apple, on a déniché Apple qui avait breveté des technologies pour faire des trucs qu'ils n'ont jamais sortis. La voiture, on nous en a sorti 50 000. Faut voir. On nous dit quand même, il y a beaucoup de choses. La voiture, on avait parlé d'un fauteuil de voiture qui était déjà prêt, connecté, tout ça. Et puis, donc, après, on écarte beaucoup de choses, mais je me demande si, justement, c'est quand même très flou. On écarte quasiment tout, en fait, quand tu réfléchis. Le seul truc qui reste, on te dit, c'est pas un téléphone, c'est pas un wearable, c'est pas dans les oreilles. En gros, ce qui te reste, c'est les iPins. Ou le TPU, exactement. Et c'est quand même un truc. Un petit appareil qu'on porte en broche ou en. C'est un modèle local avec un tensor processing, enfin un NPU, un truc comme ça. Qui peut être mobile et qui peut être aussi à côté de son ordinateur, manifestement. Mais les c'est ce qu'il dit. Donc tu vois, sur le bureau. Ça cadre un petit peu avec ce que tu dis. Enfin voilà, je pense qu'on est quand même pas loin de ça. Mais les derniers lancements sont des gros crashs. C'est-à-dire que pour l'instant. Ce qu'on nous a dit quand le iPin est sorti, quand le Rabbit est sorti, c'est qu'on nous a dit, enfin le Human et le R1, c'est qu'on s'est dit, en fait, c'est pas forcément prêt en termes de... Alors, la technologie était pas top. Eux, ils seront peut-être capables de faire autre chose, parce que s'ils ramènent d'Apple le côté sens du détail, etc., mais l'usage n'était pas là non plus. Après, alors, on sait que dans le numérique, en général, on a su parfois devancer les besoins, mais quel est le besoin aujourd'hui des... Là, ils sont intégrés. Hein. La différence, c'est que là, ils ont les modèles. En fait, l'ingénierie AI des modèles, c'est la grosse différence avec le R1, etc. Ouais. Mais est-ce que l'usage sera là ? On va voir. Moi, c'est ça. C'est souvent, je pose des questions. Je dis, dans le numérique, on a parfois devancé. On a sorti un outil, mais à quoi ça va servir ? Est-ce que les gens ont besoin de ça ? Finalement, les gens sont habitués, ils sont partis. J'ai aucun doute qu'ils projettent un cas d'usage. Eux, à mon avis, ils projettent un cas d'usage sur une rupture. Scénario, on sait faire tourner un modèle local très performant sur un petit device, donc qui a un niveau GPT 4 ou 3 mais sur un truc qui a la taille d'un smartphone et qui est aussi bon et qui travaille en local sur un modèle propriétaire. Ils se sentent prêts, ils se sentent assez près du but de ça pour faire le hardware qui va avec et optimiser ce hardware, parce qu'à un moment, il faut optimiser les circuits pour les inférences. Et en un an, on a le temps d'aller chercher tous ces circuits supply chain aussi. Ça a déjà commencé. Ça veut dire des sous-traitants. Il faut que ce soit designé. Là, si c'est dans un an, il faut que ce soit designé déjà. Designé, c'est fait. D'accord. Non, mais de toute façon, s'il a acheté cette société 5 milliards, c'est parce qu'il y avait déjà du travail qui a été fait et qu'ils ont considéré à 5 milliards. La frénésie des investissements dans l'IA aujourd'hui, c'est pas parce que tu mets 5 milliards qu'un truc va sortir. Mais ça ne veut pas dire que ça va réussir, ça on est tout à fait d'accord. Ça ne veut pas dire que ça va réussir. Mais c'est hyper dur le hardware. Hyper dur. Pour 1000 et une raisons. Alors pour revenir à ce qu'on disait, moi quand on réfléchit, encore une fois, moi je ne l'ai pas vu, même si j'ai rencontré des gens qui soi-disant l'avaient vu, mais c'est comme l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, tu sais. Il y a un truc qui manque quand on fait de l'AI, c'est d'avoir son environnement. On ne sait pas où on est, on ne sait pas s'il fait chaud, on ne sait pas s'il fait froid, on ne sait pas s'il fait humide, on ne sait pas s'il y a du bruit, etc. Et d'avoir un objet compatible avec les autres objets qui existent déjà, qui peut donner des informations sur l'environnement, ça complémente énormément l'AI, voire les agents qu'il y a derrière l'AI. Tu veux dire un capteur ? Des sommes de capteurs, tu vois, ça peut être...
capteurs avec du processing, avec de l'AI on edge. Mais quand je réfléchis, je me dis, qu'est-ce qui manque vraiment à l'AI pour passer une étape dans sa vie quotidienne? Je veux dire, de transformer un écosystème classique en écosystème IA. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, des capteurs qui vont être... C'est une question. Des capteurs, ça va être ta télé ou tout ton écosystème Wi-Fi chez toi qui n'est pas IA par définition parce que c'est la génération précédente, de le poser là et de dire, gère-moi tout parce que toi, en fait, tu es capable de te connecter avec tout le reste et d'interagir. Oui, par exemple, et aussi d'avoir une relation avec la nature, entre guillemets, avec ton environnement. Se dire, voilà, il fait chaud, ça sent le café, okay. tu vois, tout un ensemble de choses qui te dit, il y a toi autour, ça peut être dans un ensemble, dans un écosystème. Tu vois le narratif AIPC là, qui ne marche pas, même copilote on board, machin, ça peut être ça en complément. C'est-à-dire que ça a accès à ton email, à ton web browser, etc. en connexion. Et ça embed de l'IA dedans. C'est une surcouche d'IA sur les environnements. Ça aussi, c'est une possibilité parce que cette vision AIPC, elle ne marche pas aujourd'hui. Mais pourquoi il faut que ce soit un appareil et que ce ne soit pas une app dans ton téléphone? Parce qu'il faut des capteurs différents. Il faut des processeurs différents, des capteurs différents et ça consomme. C'est un peu le même problème qu'avec les lunettes de réalité augmentée. C'est-à-dire que si tu veux faire de l'inférence locale sur le processeur de ton téléphone, il faut t'accrocher. Si tu as un truc qui a la même taille mais qui n'est que de la batterie et de l'inférence, qui n'a pas d'écran, etc., tu as beaucoup plus de chances d'être performant. C'est un peu ce qu'on a vécu avec les lecteurs MP3, tu vois. À la fin, il y a une convergence, mais au départ, en tout cas, tu sors des trucs en stand-alone, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une différence quand même avec Apple, et c'est là que je suis d'accord avec toi. Et de toute façon, il va falloir que ce soit un truc de rupture très fort, parce que Apple, on a souvent dit, notamment pour justifier leur retard sur l'IA, etc., que c'était pas grave parce qu'ils avaient tendance à arriver en décalé sur les marchés, mais une fois que l'usage était créé, en fait, apporter une UX tellement différenciante et un design tellement pertinent que finalement, ils emportaient le morceau. Là, c'est un mec d'Apple qui arrive pour lancer un truc en avance de phase ou créer carrément un usage, donc ils ont intérêt à ce que ce soit... Il est obligé d'avoir un vrai projet. Apple, ils sont sur tous les coups, mais c'est leur métier d'être sur tous les coups. On va voir s'il a toujours la touch Johnny Ive. En tout cas, voilà, ça va être passionnant et c'est vrai que là, avoir ces petites brides d'informations, en tout cas, quand vous êtes passionné de tech, ça nous passionne. Autre sujet, on reste dans l'univers de l'IA, c'est Mark Zuckerberg. Alors, il fait feu de tout bois, hein, Mark Zuckerberg. Donc, c'est vrai que la semaine dernière, on apprenait qu'il voulait lancer, qu'il voulait recruter, débaucher des ingénieurs chez OpenAI en leur proposant des salaires de 200 millions de dollars, 100 millions à l'embauche, 100 millions de salaires annuels. Ça paraît énorme comme ça, mais finalement, on se dit... Tiens, il en embauche une vingtaine, ça va lui coûter 4 milliards. Enfin, ça paraît énorme quand même, je veux dire. Non, mais ça paraît énorme. Mais si tu pas pour la boîte, mais je veux dire. Il fait 19 milliards de bénéfices sur un trimestre, voilà, 4 sur milliards sur un trimestre, avoir dépensé 4 milliards pour avoir les meilleurs. Alors, il faut bien les choisir, hein, les meilleurs ingénieurs. Pourquoi pas? On ne sait pas forcément pour ça que ça marche. Mais enfin, ton regard est assez intéressant. Alors, Marc, il a quand même tout le monde pense que c'est un codeur de génie, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Par contre, il a une qualité business indiscutable, c'est qu'il a une forme de paranoïa et d'anticipation. Nous, quand on allait travailler sur les RVR, c'est parce que la question, c'était qu'est-ce qui va remplacer le smartphone? Il y a une possibilité que ce soit les lunettes de réalité augmentée, donc je veux que cet écosystème m'appartienne, et ce qu'il nous disait tout le temps, c'est tu vois, ça ne marchait pas aussi bien qu'on l'aurait voulu, mais tout était subventionné, tout est toujours subventionné. Et on lui disait, ça marche pas. Il disait, mais combien il vous faut pour que ça marche? Il ne nous disait pas, arrêtez de dépenser. Et ce qu'on nous disait, c'est que ça n'a pas de prix. Il sait que ça n'a pas de prix. Parce qu'il y a un trauma initial chez Facebook qui est être prisonnier d'iOS et devoir suivre les règles d'Apple et passer par ce gatekeeper, c'est insupportable. Il y a eu une époque où Facebook a essayé de faire un téléphone et ça a été un échec. Ça, c'est le traumatisme fondateur de cette paranoïa. Et depuis... C'est-à-dire qu'il n'a pas vu arriver le mobile, on est arrivé trop tard. Moi, quand je suis arrivé, ils étaient en train d'annuler le projet. Après, on a même eu des projets où on essayait de faire de l'Internet local, de bypasser les opérateurs Internet pour décider ce qu'il y avait dans les applications. Ça a été abandonné. Mais il va toujours... pour lui, ça n'a pas de prix et on peut lui reconnaître cette qualité. C'est que lui va prendre des risques, il va être all-in, il va mettre tapis là-dessus. Donc là, il est en train de faire sur l'IA ce qu'il a fait sur les RL et la VR, parce que moi, quand j'ai commencé les RVR, il y avait Vive,
un peu de Samsung. Nous, on avait 30% de market share. Quand je suis parti, on avait 97% de part de marché. On avait acheté le marché. Parce que si c'était ça, la prochaine technologie, oui, mais ça n'a pas de prix. Oui. Parce que si tu remplaces ton téléphone par des lunettes, que tu as l'app écosystème, les applications et l'iOS, et l'operating system, tu es le roi du monde. Et donc là, il fait pareil, il met tout, il dit OK, j'achète tout. Et toute la couche de gens intelligents qui savent bien faire de l'AI, elle va travailler pour moi. Surtout qu'il ne peut plus être comme à l'époque d'Instagram ou WhatsApp où il rachetait des sociétés parce qu'aujourd'hui on voit que les dans le messaging, il a fait la même chose, c'est un bon point. Ouais. Les règles antitrust sont assez draconiennes. D'ailleurs, Scale AI, il a mis 14 milliards, il n'est pas allé plus loin. On sait qu'il s'est rapproché aussi de Save Super Intelligence de Ilya Sutskever, qui était l'un des cofondateurs d'OpenAI, de Nina Murati, qui était l'OpenAI. Il fait la liste et il les a tous. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi qu'on voit que finalement, on passe aussi d'un monde où il pouvait à une certaine époque s'acheter tout le marché parce que à un monde de l'IA où finalement, même avec les poches aussi infinies que tu veuilles, c'est pas si facile de racheter les boîtes. Parce que c'est des gens qui ont ce qu'on appelle fuck you money. Ils sont assez riches pour pas être à 1 milliard près et ils sont assez mégalos pour pouvoir être célèbres. Moi, je propose un truc, c'est que un jour on fasse un débat tous les deux, avec d'autres, mais au moins tous les deux, parce qu'on a vécu l'histoire de la RVR avec HTC et on était dans les deux camps ennemis. Et donc moi, je faisais des stratégies sur ce que vous étiez en train de faire, et toi, vous faisiez des stratégies. Nous, tu es en train de raser le marché, terre brûlée. Et donc, je disais toujours, on peut juste rien faire en B2C, mais donc ce serait un débat, mais ce serait très intéressant, parce que j'ai encore mes dossiers, toutes les études, toutes les réflexions qu'on avait, et on était dans une situation où, en effet, nous, on avait 1 milliard de cash, et on se disait combien ils dépensent par an. Et moi, je me disais, allez, ça doit être 2-3 milliards par an. Et nous, on ne pouvait pas faire ça. Et quand on a eu les chiffres, on sait que c'était plutôt 10 milliards. Donc, on était 1 milliard par mois. On n'était pas dans les mêmes, mais pas du tout dans les mêmes. Et donc, on essayait de survivre. Bon, cela étant dit, moi, je pense qu'il y a deux choses dans cette approche de concentration, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Il y a en effet, je pense, le mal original de Zuckerberg qui n'a pas eu son OS et qui n'a jamais pu vraiment exister par-delà une application que la noblesse de la Silicon Valley a toujours considérée comme pas grand-chose, techniquement, intellectuellement, etc. Ça, c'est une frustration et je crois que tu l'as super bien résumé. Et il veut absolument pouvoir jouer dans la cour de la noblesse d'État, j'allais dire. Voilà. Puis il y a une deuxième chose, à mon avis, c'est beaucoup plus stratégique et qui est poussée par le gouvernement américain et J.D. Vance, qu'on entend dire sans arrêt, il faut gagner la guerre de l'IA, il faut gagner la guerre de l'IA, il faut gagner la guerre de l'IA. D'abord, moi, ce mot « gagner la guerre de l'IA » m'énerve profondément, parce que si tout devient conflit, c'est comme si à l'époque, dans les années 70, 75, il fallait gagner la guerre de l'Internet. Heureusement qu'il n'y a pas eu de guerre de l'Internet, parce qu'on n'aurait que des Internets fermés, et donc l'Internet n'existerait pas. Donc pour moi, cette notion de guerre de l'AI, c'est une absurdité, mais vraiment une absurdité. Mais pour gagner, entre guillemets, pour reprendre leurs propos, pour se mettre dans leurs chaussures et dans leur état d'esprit, gagner la guerre de l'AI, ça veut déjà dire tuer tout ce qui est petit, tout ce qui peut nous faire du mal, tout ce qui peut devenir gros, et concentrer les choses pour se battre entre grands, et si c'était possible, contre grands américains. Et là, dans cette bataille-là, aujourd'hui, on voit bien que c'est en train de leur échapper aux Américains, pas uniquement à Meta, aux Américains. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus d'open source, il y a de plus en plus... ce que j'allais dire, c'est qu'une fois qu'Einstein a trouvé ses équations... les gens, ils savent faire la même chose. Objectivement, on fait là, tu oublies le hardware. C'est-à-dire qu'à un moment, j'aimerais bien savoir ce qui est en train d'échapper concrètement aux Américains. Parce que le monde entier... Alors, il y a de la dépendance, où est-ce que tu produis, etc. Mais dire que le marché de l'IA est en train d'échapper aux Américains, quand toutes les boîtes légitimes dans l'IA du monde... Elles sont américaines. Quand la boîte qui fournit pour l'instant 90% du marché est américaine et qu'à quelques exceptions près en Chine, toutes les innovations majeures qui vont arriver dans l'IA sont financées par des boîtes américaines, qu'est-ce qui est en train de leur échapper aux Américains ? Ce que je veux dire par là, je me suis probablement mal exprimé. C'est plus compliqué. Ils sont plus près ils sont plus près, les Chinois, dans chacun de ces points-là, dans le hardware, dans le software, dans les algos. Ils sont juste de l'autre côté du mur, ils sont à 5 cm, ils sont plus à 10 km. Et c'est pas que les Chinois. Et c'est pas que les Chinois. Aujourd'hui, le leadership, il reste quand même incontestable. Je veux dire, on peut faire de la prospective, mais... Enfin, il n'est pas incontestable. Il n'est pas incontestable. D'abord, il n'y a pas que les Chinois, parce qu'on parle des Chinois et des Américains, il y a quand même des Européens, on n'est pas que nuls. Il y a des Russes, ils ne sont pas que nuls. Je veux dire... Il faut comparer ce qui est comparable. Je veux dire, en fait, c'est comme si tu disais... 2 secondes. Attends, laisse Yves aller jusqu'au bout de son... Ce que je veux dire, c'est que quand il y a eu
l'iPhone, quand il y a eu le Microsoft, à chaque fois, il y a eu une concentration. C'est-à-dire, il y en avait un qui a tenu le PC, il y en a deux qui ont tenu les smartphones, il y en a un qui a tenu le moteur de search, etc., etc. Pour la première fois, quand OpenAI a lancé son AI, eh bien, on a vu très vite d'autres qui n'étaient pas au niveau, qui ne sont pas au niveau, qui en effet ont des besoins de hardware qui sont principalement américains, avec principalement du NVIDIA. Okay, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, il n'y a pas eu une naissance unique qui a grossi. Il y a plein de petits. DeepSeek avec Sparse Attention, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les couches d'attention, Sparse Attention, DeepSeek R1, DeepSeek V3, c'est une innovation qui est meilleure que ce qu'ont fait les Américains jusque-là et qui a divisé le besoin de computing par 10. Et c'est de l'open source, c'est vérifiable. Et Sparse Attention, c'est un truc qui sort d'un laboratoire chinois. Ça, c'est sur une technologie de pointe. Ouais, mais en fait, ils vont être de la même manière que Alibaba. En fait, techniquement, ils sont super légitimes et que pour plein de raisons, ils sont limités sur leur marché. Et ce que je veux dire, c'est que... Ouais, mais c'est pas Alibaba, c'est du MeToo. Là, c'est de l'innovation. Je suis d'accord. Mais je pense que de là, en déduire qu'aujourd'hui, la tech va plus se faire aux États-Unis. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Alors, je me suis mal exprimé. Mais je m'en excuse vis-à-vis des téléspectateurs si toutefois je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, Microsoft, à l'époque, Microsoft concentrait vraiment le PC avec Intel. Apple a concentré le smartphone avec Android et Qualcomm, principalement. En dessous, Samsung et dans une moindre mesure, Huawei. On va dire HTC. Allez, HTC au départ en 2012. Après, ça a été moins bien. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les AI, aujourd'hui, il n'y a pas cette concentration. Et c'est vrai que dans l'histoire de la tech, les vainqueurs sont les gens qui ont concentré. Et donc, je pense qu'il y a une volonté d'essayer de concentrer pour essayer de gagner cette guerre. Et ce que je dis, c'est que dans la démarche de Zuckerberg, il y a une démarche, en effet, qui est personnelle, qui est de stratégie de boîte. Et je pense qu'il y a aussi une démarche au-delà que la stratégie pure de Meta, qui est d'essayer de concentrer les AI pour tuer peut-être opportunistiquement. Mais après, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il est en réaction. Il a d'abord, tu vois, c'était le chevalier blanc de l'open source, Marc, jusqu'à présent, ça l'est plus. Le problème, pourquoi il paraît qu'il est un peu déçu. Enfin, Lama, il trouve ça très bien, mais c'est bien côté développeur, mais c'est pas quand je cite. C'est pour ça qu'il achète tout le monde. C'est parce que Lama 4 est sorti. Très bon benchmark. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il était optimisé pour les tests et pas pour les usages. Donc, en fait, le taux d'utilisation, et Marc, il est parano. Si il a les daily, weekly active users, les gens sont assis à côté de lui, et il te dit, il y a combien d'utilisateurs aujourd'hui? Et quand j'en avais 100 hier, cette semaine, il y en a combien qui continuent à s'en servir? Et tu as les courbes d'engagement. Si ça tombe, c'est panique à bord. Et c'est tombé tout le monde sur le pont. C'est tombé très vite pour Lama. Et en fait, cette réaction-là d'acheter tout le monde qui a quelques semaines, c'est 8 semaines après la release de Lama. C'est la réaction de Facebook. Ça marche pas, je mets 4 milliards, j'achète tout le monde. Alors, mais juste une question. Yves et puis Clément. Juste, je suis désolé, Clément. Vas-y. Okay. Il n'y a pas que Meta qui veut acheter Perplexity, il y a Apple, pour la même raison. Je pense que ça, c'est plus la stratégie de Perplexity. Ils préféraient se faire acheter par Apple parce qu'ils gagneraient plus d'argent. Parce qu'Apple est plus désespéré. Mais c'est là où il faut quand même dire, Mark Zuckerberg essaye de dépenser sans compter. Enfin, mon avis, parce qu'en fait, les boîtes qu'on cite, depuis dans le début, on dit il achète à tour de bras. Pour l'instant, il n'achète rien du tout. C'est-à-dire que Thinking Machine Lab, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça l'a pas fait. Il a mis 14 milliards chez Scalia. Il a pris Wang chez Scalia. C'est une grosse prise de guerre. Oui, mais je veux dire, il a beaucoup plus d'échecs. Et c'est là que je disais tout à l'heure, en ce moment, ce qui est fou, c'est qu'on est dans un marché où les mecs savent, quand ils lancent des boîtes, qu'ils peuvent lever tellement cher qu'ils peuvent garder leur indépendance longtemps, qu'ils peuvent faire monter les prix dans un monde où, en fait, finalement, si c'est pas Facebook, ça sera quelqu'un d'autre et c'est pas grave. Où finalement, Save Super Intelligence, Thinking Machine Lab, c'est quand même des échecs de tentatives. Perplexity, je sais pas combien ça va coûter, mais c'est pas dit que ce soit eux parce que la terre entière les veut. Et en effet, je pense pas que quand tu es racheté par Zuck, tu perds quand même en liberté à un point qui fait que... Parce qu'ils veulent être les Zuck et les Bezos de demain. Exactement, 12 et 14 milliards de valorisation. Donc aujourd'hui, c'est pas dit qu'ils ratissent autant qu'ils veuillent. Moi, et je finis là-dessus, il y a quand même un truc qui me fascine. Le nombre d'anciens entre Thinking Machine Labs, entre Claude, les anciens d'OpenAI qui lancent avant, tu vois, la PayPal Mafia, c'est vrai que tu parlais de consanguinité, la PayPal Mafia, les mecs, ça a mis 10-15 ans avant qu'ils essaiment partout. Là, on parle de gens qui viennent déjà d'une branche commune qui relance des boîtes superstars
alors que la première boîte elle-même a que quelques années de hype. Ouais. C'est la vitesse à laquelle ça se fait est folle. Mais avant ça, ils se sont pris un Winter, AI Winter. Ils étaient dans l'univers de l'IA pendant longtemps, tous ensemble. Ils n'étaient pas beaucoup. C'est pour ça qu'ils étaient très groupés et très focalisés. Allez, on marque une courte pause, on va revenir dans un instant, continuer à débattre. On va parler de l'intelligence artificielle qui aspire le web à grande vitesse. Et il y a des marques qui commencent à se poser la question un peu de l'influence, de l'impact de ces moteurs. Et puis tiens, ChatGPT est-il en train de nous grignoter le cerveau? Oui, peut-être un peu, c'est ce que disent des chercheurs de MIT. Allez, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 21h30 sur BFM Business, Tech & Co, la quotidienne. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Allez, on est reparti. Tech & Co, la quotidienne. Si vous avez manqué la première partie, vous pourrez retrouver, c'est bientôt, en replay, évidemment, sur notre plateforme et puis en podcast. Et puis tiens, nouveauté Tech & Co, vous allez sur la chaîne YouTube de Tech & Co, vous aurez chaque soir le débrief en entier. Il avait été pas mal demandé, ce débrief, cette émission sur YouTube, elle sera désormais sur YouTube. Oui, parce qu'on n'y était pas, je vous le dis, voilà, maintenant, on y est beaucoup plus clairement, grâce à l'action notamment de François Sorel qui a bien insisté dans le domaine. Tiens, autre sujet, l'intelligence artificielle qui aspire le web à grande vitesse, plus 49% de trafic robotisé en 9 mois. C'est toi qui as repéré cette news. Explique-nous un peu ce qui se passe. Ouais, c'est assez simple, hein. On l'a tous en tête. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, de plus en plus, on passe par l'IA au lieu de faire nos recherches nous-mêmes, et que ça pose 3 problèmes. Il y a les problèmes qu'on voit tout le temps, qui sont les problèmes de propriété intellectuelle. Ils vont quand même poncer des sites, etc., récupérer des données partout. Il va bien falloir à un moment régler la situation. Il y a plein d'accords, de discussions, de partenariats qui sont en cours, mais que ce soit, tu vas scroller sur Google, tu vas scroller sur les journaux, à un moment, il va bien falloir qu'il y ait une discussion sur est-ce que tu peux légitimement prendre toutes ces infos. Il y a un deuxième problème il y a un gros manque à gagner pour les sites, parce qu'avant, pour les sites internet, quand tu allais sur un journal comme L'Équipe, L'Équipe, le but, tu allais sur des articles gratuits, mais derrière, tu essayais de récupérer des abonnements, tu poussais des choses. Quand tu passes par ChatGPT et que tu prends des infos qui sont récupérées sur L'Équipe, il n'y a plus aucun abonnement qui est poussé. Ils vendaient des encarts publicitaires sur leur site. Ouais. Au-delà des abonnements. Il y a la pub, il y a tout un tas de choses, et je vais même te dire, maintenant, tu peux même consulter avec ChatGPT. Moi, j'ai fait le test, tu leur donnes des articles payants, tu leur dis qu'est-ce qu'il y a dans l'article. Et ils te font le résumé de l'article. Oui. Donc en fait, je l'ai vu ce soir. J'ai vu ça ce soir. C'est un deuxième problème. Et puis il y a un troisième problème qui est, en fait, les sites qui sont consultés, ça leur coûte hyper cher parce que ça fait du trafic non qualifié, du trafic fantôme. Mais eux, en termes de coûts, ne serait-ce qu'en termes de coûts de cloud, etc., sans parler des coûts de sécurité, parce qu'ils sont obligés de mettre des walls qui sont obligés de détecter les bots et ça. Mais en fait, eux, ça leur coûte un bras pour un trafic absolument inintéressant. Donc, on voit que la tendance est très lourde, il y a de plus en plus du trafic internet, 49%, on est quasiment la moitié, qui vient des IA. Ça va aller en s'accélérant de manière exponentielle. Ça crée un paquet de problèmes. Non, moi je pense que ce que tu dis, tu as fait une très bonne analyse de la situation. Je me souviens dans les années 2010-2012, j'avais sponsorisé ou investi dans une boîte qui faisait déjà des robots comme ça et qui donnait de très bons résultats. Bon, comme il n'y avait pas les AI, c'était un peu compliqué, c'était un peu lourd, mais cette vision, elle était, elle était déjà là. Maintenant, ça s'accélère parce qu'il y a les moyens. Ça devient un vrai souci. Mais c'est aussi quelque part légitime de se dire pourquoi entre la data, l'information brute et le robot, pourquoi il y a des tas de filtres et le robot il se dit je vais directement aller la chercher. Et donc il va y avoir en effet une disruption du business model. Après les journaux qui ont été disruptés par les sites web, par les sites d'information, et bon, tout le monde se souvient de tous les journaux, Le Monde, etc. Et comment on va survivre. Je pense que les sites web maintenant vont être eux-mêmes disruptés et se posent, et même des applications, et se disent comment je vais survivre. Et c'est une vraie, on rentre vraiment dans après c'est là où il faut un peu d'expérience, parce que l'erreur aussi de la presse à un moment, c'était de tout fermer et de dire de pas chercher des accords immédiats, enfin tout le monde était, moi j'ai là ça négocie beaucoup plus vite là. Mais il y a quand même un truc qui est, le seul truc marrant dans cette histoire, c'est quand même que Google se plaît, sachant que c'est exactement ce que Google a fait au site internet. Google se plaint pas, mais c'est...
l'arrosé. Il commence à te dire, ok, pour le search, il y a quand même une partie de notre business qui va disparaître, etc., etc. Ils ont un discours qui est assez offensif sur la question, qui est de bonne guerre, mais le truc, c'est quand même exactement ce qu'ils ont fait avec le truc où tu avais les encarts directement de ce que disaient les sites sans même avoir à consulter les sites, etc. C'est un peu le disrupteur disrupté aussi. Tu vois. Après, c'est les marques qui vont aller chercher comment être. Alors, mais après, il y a d'autres modèles qui vont se créer. On a fait, je vais faire un tour d'honneur, un victory lap, comme on dit en anglais. On a fait un édito là-dessus il y a 3 ans, ici même, en disant voilà, la lumière s'est allumée, attention à l'Internet, le business model de l'Internet, à partir de maintenant, il doit changer. C'est en train d'arriver. Ce qui est intéressant, il y a 2 choses. D'abord, les robots, l'histoire des robots, le problème qu'on a, c'est que sur les sites, il y a ce qu'on appelle des robots TXT. Donc, moi, j'ai un site internet et je mets une liste de choses que les robots peuvent utiliser ou pas utiliser. Il y a des no-crawl, no-robots, enfin des choses dans le code. L'IA a fait totalement fi de ça. Donc, toute la donnée déjà existante, elle est déjà absorbée, on ne pourra plus la ressortir. Tu dis, il faut qu'il y ait des accords, mais il y aura des accords que sur les nouveautés. Et les nouveautés, c'est une petite partie de la donnée globale et générale. La deuxième chose, c'est que il va y avoir un moment où les modèles ont besoin de données pour s'entraîner. Et en fait, la donnée des sites, ils vont devoir donner des marges arrière en fait, aux sites pour continuer à être nourris. Parce qu'ils soit ils vont développer eux-mêmes la donnée. Donc, il y a un modèle de rétro-commission, on va dire, qui doit se mettre en place. C'est obligatoire. Parce que sinon, ton modèle, il sèche, en gros. Il n'y a plus de données, ton modèle, il sèche. Il faut qu'il continue à faire de l'acquisition de données. Donc ça, c'est pour la survie même des robots d'IA, il y en a besoin. Google, c'est certain qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Moi, j'ai une théorie depuis longtemps qui est que aujourd'hui, si tu es une marque, tu fais du search engine marketing, donc tu payes des mots-clés. Demain, Google va te dire, si tu veux être présent dans mon dataset de training, donc tu veux mettre ta donnée bien structurée, pas la donnée que je vais trouver de manière anarchique sur ton catalogue, ton produit, ton service, tu vas payer, tu vas être bien représenté. Il y a une autre discipline qui est en train d'arriver que nous, on pratique. Comme ça, ce serait le business model sur lequel il travaille. C'est sûr. Donc, à chaque fois qu'il y a un training batch, il y a 200 places et il y a des enchères pour pouvoir être dans les places. Et ça, ils savent très bien faire les enchères. Et ça, je vous garantis que je ne suis pas inquiet pour eux. Il y a une autre chose qui est en train de se passer, qui est beaucoup de gens font ce qu'on appelle du SEO, du Search Engine Optimization, pour être dans les résultats naturels de Google. Aujourd'hui, il faut faire du MEO, du Model Engine Optimization. Donc, il faut savoir où les modèles se renseignent sur ta boîte. Nous, on sait, par exemple, nous, on conseille des boîtes là-dessus, on leur dit, il faut que votre donnée soit là, structurée comme ça, parce qu'on sait que dans 6 mois, ils vont re-entraîner ChatGPT et qu'ils vont aller chercher de la donnée là-dedans. Donc, si votre donnée est propre et bien structurée et bien explicative, nous, on a eu notre premier client qui nous a trouvé sur ChatGPT. On a un client qui a demandé à ChatGPT quel était le meilleur conseil IA dans sa région et il nous a appelé, on a dit, vous avez trouvé où? Il nous a dit, j'ai demandé à ChatGPT. Donc ça, c'est des disciplines qui vont commencer à arriver, c'est cette évolution. Mais il faudra toujours nourrir les données, sauf que nourrir un moteur de recherche, on va nourrir un LLM, et pour nourrir un LLM, il va falloir qu'on continue à financer les gens qui créent de la donnée incrémentale, parce qu'aujourd'hui, on tape dans un mur de données. Il va y avoir des données synthétiques aussi qui va être créées. Il peut y avoir des données synthétiques, mais pour l'instant, on ne pense pas qu'on puisse vivre uniquement avec parce qu'elle risque de faire baisser la qualité dans le temps, en fait. Elle rend les modèles stupides. Sachant que la qualité a plutôt, pour l'instant, besoin d'augmenter. Il y a eu quand même une sorte de méfiance qui a été créée de manière quasiment instantanée quand on a vu les hallucinations, etc. dans l'opinion. Les gens ont plutôt besoin d'être rassurés sur la qualité des modèles et sur la qualité des réponses que de baisser la qualité de la donnée. Après, il y a un truc qui vont être... Là où tu as raison, c'est que je pense que ça va être des schémas qu'on connaît déjà, répliqués avec des nouveaux outils. Ils vont être quand même ces outils-là, ChatGPT, etc., très très surveillés sur la neutralité de la manière dont ils font remonter les données. C'est-à-dire que de la même manière que Google, on leur a dit à un moment, ok, vous vendez de l'enchère, mais indiquez bien que c'est sponsorisé. Favorisez pas les contenus des gens qui vous payent au détriment de etc., etc. Je pense que, alors à mon avis, le législateur va mettre un certain temps à être capable de checker ça. Les sponsored links dans ChatGPT, ils existent déjà dans la recherche. Et je pense qu'on va assister à 2-3 affaires dans les années qui viennent où, à mon avis, ils vont être appelés à l'ordre parce qu'il y a forcément 2-3 trucs un peu pirates qui sont en train de se passer. Donc, ils sont en train de complètement disrupter un marché et ils sont peut-être aussi en train de, ces IA, en train de disrupter notre cerveau. Hein, puisque, la transition. Voilà, ChatGPT, c'est une étude, c'est des chercheurs du MIT qui ont fait plusieurs tests, ils ont pris des groupes de personnes entre 18 et 40 ans. Ils leur ont donné, il y a certains ont utilisé ChatGPT, c'était 4 d'autres ont utilisé
Google, enfin des moteurs de recherche classiques, d'autres leur cerveau, et puis ils ont regardé un peu l'activité cérébrale de tous ces gens-là, et puis il s'avère que bien, si on est très soutenu, notre activité, ce qui nous paraît logique, notre activité cérébrale, elle se réduit un peu, mais du coup ça veut dire qu'on va peut-être avoir une dette cognitive en utilisant trop ces outils. Et j'aime bien, il y a une citation, je disais ça, c'était ChatGPT multiplie les capacités d'un esprit formé, mais réduit les capacités des cerveaux non formés. Et là, voilà, on est en période de bac, on est en période de brevet pour les élèves de 3e, de bac pour les terminales, de concours pour les autres. On se dit, oula, bon, on va... Yves. D'abord, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, parce que quand on écoute Donald Trump, les universités sont nulles, il n'y a rien. Donc maintenant, on sait que dans les universités, il y a des gens qui ont des cerveaux. Ouais. C'est déjà pas mal, parce que si on fait un test sur les cerveaux, ça veut donc dire qu'il y a des cerveaux. Donc Donald Trump, il va falloir qu'il regarde un petit peu les universités d'un autre œil. Wow. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des gens qui ont le cerveau mou, j'allais dire, et il y a peut-être aussi un petit peu ce biais, ceux qui utilisaient déjà beaucoup l'intelligence artificielle avaient peut-être déjà des tendances différentes que les autres. Ouais. Moi, j'ai du mal, si tu veux, avec cette histoire de dire on va avoir le cerveau mou, pour reprendre ton expression, et je n'ai pas dit que c'était la tienne, au sens propre du terme. Parce qu'il y a différents types d'intelligence. Et on peut très bien se dire qu'en effet, le fait d'utiliser l'intelligence artificielle va créer un certain nombre de lacunes par rapport à ceux qui n'utilisent pas aujourd'hui, mais que quelque part, ça va libérer de l'espace, de la place pour faire autre chose. Donc c'est extrêmement... on comprend ce que ça veut dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que des zones cognitives sont en train de changer et ne travaillent plus de la même manière. Bon. D'ici à dire qu'ils vont être plus bêtes que les autres, il y a un pas que je ne franchirai pas. Donc il y a, oui, une déformation ou un changement dans la manière avec laquelle les cerveaux sont en train d'appréhender l'outil, et on sait le mesurer. Maintenant, se dire ce que ça va devenir, j'en sais rien. Alors, je vais faire une mauvaise plaisanterie. Oh là. Non, alors je vais pas la faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on marche sans chaussures, on a la peau dure. Quand on met des chaussures, on a la peau molle. Mais ça ne veut pas dire qu'on marche moins bien. Okay, donc il y a quand même quelque chose où il faut faire attention. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Ouais. Non, mais ce qui est vrai, c'est que c'est prouvé au fur et à mesure que tu t'appuies sur la technologie, mais on le sait depuis longtemps, tu perds des capacités. On a moins de mémoire qu'avant. On connaît plus les numéros de téléphone. Non, mais voilà, on a moins de mémoire qu'avant. On sait qu'avec le GPS, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, il y a une vidéo, c'est un délire. Sur le test des taxis anglais dans les années 70 ou 80, c'est pas l'INA parce que c'est équivalent anglais, mais et où en fait mentalement on leur dit ok, quelle distance, comment tu te rends à tel point, et surtout quelle distance ça représente en pied. Et donc tu vois l'examinateur qui est comme ça, qui note, et le futur taxi qui dit alors tu vas jusqu'à cette rue en pied, ça fait à peu près 660. Ensuite tu retournes, et ils sont capables d'avoir un modèle mental de la ville. Ce qui est sûr, c'est que le brevet, enfin le diplôme de taxi à Paris, il fallait connaître. Exactement. Donc ça on l'a perdu. Oui, la seule question après qui se pose, c'est est-ce que c'est un problème ou pas de l'avoir perdu. Tu vois, c'est ça la grande question. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est la fracture numérique. Tout le monde pense, c'est une théorie perso. Tout le monde pense que la fracture numérique, c'est est-ce qu'on sait utiliser ou pas les outils. La réalité, c'est que dès qu'une génération est remplacée, elle sait plus ou moins utiliser les outils, en tout cas de manière suffisante pour vivre dans la vie quotidienne. En revanche, la vraie question, et ça c'était Virginie David, la mère de Clément David, qui me disait tout le temps ça, elle me disait « Je comprends pas, vous utilisez l'ordinateur comme une Game Boy, il y a plein de trucs à faire intelligents avec. » Et en fait, le vrai problème, c'est comment est-ce que tu vas avoir une distinction entre les gens qui ont été formés et éduqués, et souvent dans les classes supérieures, à faire des choses avec les technologies, avec un esprit critique, avec utiliser la technologie pour faire des recherches, mais pas pour faire l'analyse à sa place, des choses comme ça, et des gens qui vont utiliser la technologie parce qu'ils n'ont pas forcément été formés pour faire leur place, et qui vont perdre de la capacité de recul, d'analyse, etc. Et en fait, c'est un peu comme avec la bouffe. C'est-à-dire que ce que tu vois, c'est que tu as accès à toutes les sortes de bouffe différentes et que ça coûte pas beaucoup plus cher d'acheter les légumes que d'acheter des trucs tout faits, en vrai, mais qu'on voit que les CSP+, ont plus de facilité à enseigner aux enfants qu'il faut faire soi-même, etc. Il y a moins de chips à table, etc. C'est pas moi, c'est les études, tu vois. Et donc, tu as de l'obésité plus importante dans les CSP-. C'est comme et ça va être un vrai problème. C'est exactement le même problème de la déliénation de la vérité
plus tu es éduqué, plus tu es capable de juger le contenu que Exactement. tu regardes. Et tu vois, sur l'IA, le fait de prendre directement les infos sans faire ses propres recherches, sans être capable de confronter des sources différentes, etc., là, ça va créer une fracture avec les gens qui sont capables de le faire. Moi, c'est ça mon inquiétude. Oui, j'entendais des profs qui disaient, des profs français, de philo notamment, on est là, les résultats, là, il y a eu les épreuves de philo du bac il y a une semaine, et dit c'est la première fois qu'on va avoir une génération ChatGPT. Je sais pas, moi, mon cerveau doit être sacrément mou, parce que je fais de l'IA toute la journée, 12 heures par jour depuis mais des si années. Tu l'utilises comme des briques pour faire un depuis puzzle. littéralement avant ChatGPT, donc j'ai du mal à mettre un pied devant l'autre, je sais pas, mais en tout mais cas... tu challenges intellectuellement pour construire des trucs avec. Ouais. Tu vois, et en fait, moi, tu vois, c'est un peu la diff entre quelqu'un qui a jamais fait une dissertation et qui dit à ChatGPT fais-moi une dissertation, ou quelqu'un qui a fait une dissertation. Là, ce qu'il dit, je pense que où il tire la sonnette d'alarme, c'est ce que je disais, c'est ChatGPT multiplie les capacités d'un esprit formé. Voilà, mais par contre, pour ceux qui ont des cerveaux non formés, est-ce que c'est un moyen ou est-ce que c'est le produit final? L'étude, c'est un échantillon de 54 personnes. C'est pas une publication scientifique. Non. D'abord, l'échantillon n'est pas assez grand. Ouais. C'est un échantillon de 54 personnes avec effectivement 3 seaux, 3 buckets, comment on dit en français, 3 seaux. 3 seaux, un avec son cerveau, un avec un moteur de recherche, un avec de l'IA. Et il y a 4 sessions, il n'y a que 18 personnes qui sont allées jusqu'au bout des sessions. Donc en termes de représentativité de l'échantillon aussi, il faut se méfier. Mais ce dont tu parles, c'est pas certaines zones, c'est l'activation électrique globale du cerveau. Donc, mais c'est pas étonnant que quand on est passif, on est moins actif cérébralement, cognitivement que quand on est actif. Quand on regarde la télé ou quand on écrit une dissertation, notre cerveau marche pas de la même façon. C'est pas extrêmement surprenant non plus. Je pense que c'est un peu biaisé. C'est des choses qu'on a déjà vécues. Maintenant, on regarde la télévision en faisant autre chose. Donc on a un peu de cerveau qui... Mais c'est un peu le psychodrame Wall-E, tu sais. C'est Pixar ou c'était DreamWorks Wall-E, le film? Je crois que c'était Pixar. Mais tu sais, où à la fin, comme ils ont des robots qui font tout, ils ont perdu leur squelette. Tu sais, c'est des jeux, juste des boules de chair, et ils sont comme ça et ils flottent. Et en fait, comme ils n'ont plus besoin de rien faire, et ni notamment de se mouvoir parce qu'ils font tout avec des robots, en fait, ils s'atrophient au fur et à mesure. Je pense que l'inquiétude globale qu'on a, c'est celle-là. Mais encore une fois, c'est une question est-ce que c'est un moyen ou est-ce que je voudrais juste dire que l'intelligence, c'est pas uniquement de faire des rédactions. Je suis d'accord. Il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence artistique, il y a l'intelligence intuitive. Il y a énormément de choses. Mais tout ce qu'on dit sur les dissertations peut se décaler sur n'importe quel type d'entreprise. Travailler sur la capacité d'abstraction des élèves, c'est hyper important. La capacité de raisonnement. Avoir une capacité... moi, je vends de l'intelligence artificielle tous les jours, on fait que ça, mais je ne peux que dire qu'il faut... C'est hyper important qu'on continue à avoir nos propres raisonnements et qu'on donne la boîte à outils de raisonnement et d'esprit critique dans l'éducation de nos enfants. Sinon on est mort. Mais c'est vrai, l'histoire d'intelligence, moi j'ai toujours... quand j'étais jeune au lycée, on avait quelqu'un qui avait une mémoire phénoménale, mais il n'était pas très bon il était bon en poésie, machin, tout ce que tu veux, mais par contre, les raisonnements et tout ça, il captait pas du tout, qu'ils les apprennent par cœur. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, qui se posent un certain nombre de questions. Oui, on peut avoir un enfant qui fait pas une très bonne rédaction et qui soit super intelligent et vice-versa. Ah oui, ça c'est vrai. Donc, il faut faire attention. L'intelligence, c'est pas uniquement l'intelligence artificielle, c'est pas uniquement la capacité à faire des équations mathématiques, etc. Et non, ne blâmez pas vos enfants s'ils ont des talents de musiciens, etc. et qu'ils sont moins talentueux dans la capacité à écrire un poème. On a un biais aussi, on a une exception culturelle française où, je veux dire, on fait des dissertes jusqu'à très très tard, là où, tu vois, à l'université, partout ailleurs, tu vas faire des QCM. Ça veut pas dire que c'est bien, ça veut dire aussi qu'on a un truc dans notre ADN dans ce pays qui a préservé de ce côté-là. Je pense que c'est aussi pour ça que, en tout cas, moi, à titre perso, je mets un focus là-dessus. Allez, sujet suivant, on va être en France avec OVH Cloud, donc qui vient de livrer ses résultats, chiffre trimestriel qui s'élève à quand même plus de 270 millions d'euros, en hausse de 9% sur un an. Mais voilà, les analystes s'attendaient à un peu plus, notamment sur la partie cloud privé qui n'a pas été très très bonne. Ils ont été meilleurs en cloud public. Et du coup, ça chute en bourse. Donc, on se posait un peu les questions. Alors, hier, on avait une bonne nouvelle avec l'Union européenne qui avouait qu'ils étaient en train de regarder à intégrer, à migrer une partie de leurs services chez OVH Cloud. Si tiens, il y a un élan, il y a au moins un élan, il y a une prise d'initiative de ce côté-là. Mais comment il faut voir ça? Est-ce que c'est parce que maintenant, les investisseurs regardent aussi OVH comme un acteur ils l'ont toujours regardé comme un acteur de la tech, mais avec le prisme aujourd'hui des OpenAI, de tous ces acteurs du cloud, de se dire, tiens, s'ils n'ont pas tel résultat, c'est pas bon et c'est là où on va les sanctionner, alors qu'ils suivent leur bonhomme de chemin. Comment vous avez regardé ça, Clément? Je vais essayer d'être poli. Le OVH est,
on a rajouté cloud à la fin, c'est très bien, ça donne l'illusion que la stratégie d'OVH est en grande partie sur le cloud public, c'est pas vrai. La stratégie d'OVH et la majorité de leur chiffre d'affaires est fondée sur le cloud privé. Donc, il y a 2 soucis. Le premier, c'est que c'est pas... 60% de leur chiffre d'affaires, le cloud privé. C'est quand même costaud. Quand tu t'appelles OVH Cloud, les gens ont autre chose en tête, marketingment parlant. Il y a quand même un problème qui est, c'est pas le marché le plus porteur. D'une part, je veux dire, aujourd'hui, le cloud privé, et en plus, ils ont pris le shoot de VMware, parce qu'ils en vendaient énormément, que les tarifs ont explosé. On rappelle, un VMware a été racheté par une entreprise qui s'appelle Broadcom, et qui a considérablement augmenté les tarifs. VMware, ils avaient dominé le monde dans ce qu'on appelle la virtualisation des serveurs, qui permettait d'avoir 6 serveurs et de faire fonctionner des tâches indépendamment les uns des autres. Et ce logiciel-là a été racheté par Broadcom, et les tarifs ont explosé. Et résultat, comme c'est le marché... Explosé, c'est explosé. Hein, explosé. Il y en a qui ont pris du x10. Hein. Et quand tu fais du cloud privé comme OVH, c'est une grosse partie de ce que tu représentes, ça représente une grosse partie de tes offres dans ton chiffre d'affaires. Et résultat, quand ce marché a pris un coup, OVH a pris un coup. Donc c'est-à-dire que quand tu te positionnes pas sur le marché le plus sexy de base, pas celui sur les investisseurs, sur lequel les investisseurs ont levé le plus d'aller, le plus d'investir, et qu'en plus, sur ce marché, tu ne performes pas de fou, la sanction est difficile. Et tu vois, après, ils ont un bon taux de rétention de clients, ils arrivent à gagner. Oui, mais en fait, il faut voir avec quel client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te donne un exemple qui me gêne. OVH, ils sont en train de se battre comme tout le monde pour être Secnum Cloud. Ils se battent contre Scaleway, contre Google avec Sens, contre Bleu avec Microsoft. Et le truc, c'est que les seules offres qui font certifier Secnum Cloud, c'est leurs offres bare metal. Donc des offres cloud privé. Donc c'est-à-dire que le message qu'ils envoient à tout le monde, c'est nous, notre cœur de marché, ça va être le cloud privé pour les années qui viennent, on continue là-dedans. Et pourquoi tu penses qu'ils ont cette stratégie ? Qu'est-ce qu'ils y voient Je pense que ça demande... À un moment, ils ont refusé de faire les investissements. Ils diront que c'est pas leur stratégie. Mais de 2, moi, je pense qu'ils ont refusé de faire les investissements qui allaient avec, que ça demandait une culture du software de passer sur du cloud public qui était trop importante. C'est ça, parce que souvent, ce qu'on dit aujourd'hui, on dit que Scaleway a pris un peu plus d'avance sur la partie cloud public. Pas en termes de... Je compare des Français. Pas en termes de marché, mais oui, en termes de technologie. Oui, couche logicielle. Oui, bien sûr, couche logicielle. Mais OVH, ils ont fait un demi-mouvement, tu vois. Ils sont toujours principalement sur du cloud privé. Ça va rester leur stratégie. Et donc, comme tout ce qui se passe côté IA, côté data se passe plutôt dans du cloud public, si tu veux continuer à avoir la même croissance que tout le monde, tu as intérêt à être excellent et à surperformer le marché de manière énorme. Alors, c'est pas ce qui se passe. Moi, j'irais un peu à l'encontre de ça. Chiffre d'affaires de 17%. Il y a un gros marché pour aller poser des agents dans des clouds privés. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas avec la légitimité technique d'OVH aujourd'hui. C'est pas OVH qui va prendre ce marché-là. C'est peut-être pas le bon acteur pour ça, mais... Parce que c'est vrai que tu as beaucoup de gens qui vont te dire je peux faire du LLM, par exemple, mais pas sur du cloud public pour des raisons de sécurité, de ça. Et ce que tu dis, c'est que le fait qu'il n'aille pas davantage sur le cloud public, c'est une histoire d'argent, de développement. Alors, c'est mon interprétation, et on n'est pas toujours copains avec OVH pour cette raison-là. Moi, je pense qu'au moment où il a fallu mettre l'argent, voire aller en chercher à l'extérieur, ils ne l'ont pas forcément fait. Et que quand le cloud, on est en 2025, et que 60% c'est sur du cloud privé, tu peux me raconter ce que tu veux, c'est que ta stratégie, c'était de continuer à faire du cloud privé. Yves, d'abord, ce que je veux dire, c'est que quand on dirige une entreprise cotée, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que il y a des attentes qu'on ne connaît pas toujours, qui sont plus ou moins dites, etc. On fait de son mieux. Puis il y a des moments où on se garde aussi du résultat, parce qu'on n'a pas envie à ce moment-là de tout dire, pour 1001 raisons. Bon. Quand on regarde la cote d'OVH en 12 mois, enfin, sur les 12 derniers mois, de mémoire, elle a augmenté de plus de 50%. Je pense même que c'est de l'ordre de 60%. Je peux me tromper, mais donc il y avait eu une anticipation il y a un an, et maintenant, peut-être que les auditeurs vont checker, il faut du fact-checking, mais elle a augmenté de manière significative, et je crois que c'est plus de 50%. Donc il y a quand même eu une anticipation de la bourse sur des résultats. Et là, c'est une correction. Donc évidemment, si on regarde la correction, ça peut être vécu négativement. Mais on peut aussi regarder l'anticipation qu'il y avait eu et qui était un regard peut-être trop optimiste. Mais si tu regardes la croissance par rapport à la croissance du marché du cloud, je suis d'accord. Là, c'est terrible. C'est ce que je voulais en venir. Cela étant, la croissance d'OVH par rapport aux croissances du marché, elle est en deçà. Et ça reste un problème. Troisièmement, et je suis d'accord avec ce que tu dis, le pari du cloud privé, pour moi, c'est un pari audacieux qui va peut-être s'avérer juste parce qu'il y a des questions de souveraineté. Avec Léa, il y a des questions de 1001 questions. Et
c'est vrai qu'on peut se dire qu'avec des modèles plus petits, faire du cloud privé, pourquoi pas, etc. Ça tarde à venir. Ça tarde à venir. Et donc, ce pari-là, pour le moment, il n'est pas aussi payant que ce qui était prévu. Donc, en finale, il y a eu une anticipation et sur le marché, sur la taille du marché et sur les résultats, et il y a eu un correctif par rapport à cette anticipation. Mais si on regarde les 12 derniers mois, leur cours de bourse est plutôt pas mal. Il y a quand même une croissance du chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 17%. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé sur Q3. Sur le cloud public. Sur le cloud public, mais sur 9% au global, c'est un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ce qui est C'est 9% global, 9,3% global, 8,7% de croissance sur le cloud privé et 17,2% sur le cloud public. Ce qui est très intéressant, moi, c'est une partie que je regarde en tant que client ou en tant que conseiller des clients. Le marché du cloud, il a de beaux jours devant lui. Pourquoi ? Parce que l'IA et l'agentique qui est en train d'arriver et qui va envahir, qui va automatiser beaucoup de processus dans les entreprises, elle crée énormément de données. Avant, on avait de la donnée structurée, des transactions, des prix, des machins, enfin des trucs dans des bases de données. Maintenant, quand je parle à une IA, je crée de la donnée. Et on fait beaucoup d'agents. Il y a deux sortes d'agents. Il y a des agents d'automatisation, des agents d'assistants. Dans le monde, quand on vous parle d'agents IA, ils font que ces deux choses-là de manière différente. Et donc tout ça, c'est je fais rentrer de la donnée qui est très déstructurée, qui avant n'était stockée dans aucun appareil informatique, et je transforme ça en données. Donc on est en train de créer des masses gigantesques de données, description de processus, je ne sais pas, on a des trucs où des agents conversationnels légaux, médicaux, vous faites la liste, tout ce qui pourrait, toutes les bases de savoir sont en train d'être transformées en nouvelles données, vectorisées, et en besoin de stockage. Ensuite, quand on fabrique des agents, tu as parlé de LLM, mais c'est un peu trompeur parce que on n'a pas besoin de poser les LLM pour avoir des besoins de stockage en agent. Quand on fait un agent, on a des couches d'orchestration, cette nouvelle donnée qui doit être vectorisée, donc stockée d'une façon différente, et des logiciels qui vont gérer tout ça. Ce qui fait que même si on continue à appeler le LLM d'OpenAI ou celui d'Anthropic, on a plein de trucs à poser dans l'infrastructure, et si on a envie que ce soit un peu confidentiel dans l'infrastructure privée. Oui, tu peux stocker de la donnée en privé en utilisant du cloud public. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de fabriquer des tonnes de données qui vont devoir être stockées. Il y a peut-être il y a sans doute un pari, parce qu'on pense qu'Octave là-bas, et puis il y avait Michel Paulin à l'époque qui était DG, aujourd'hui c'est Benjamin Revkolevski, c'est quand même des gens qui ont le cerveau plutôt bien fait et qui connaissent bien ce secteur. Il y a peut-être on ne va pas dire un pari, mais voilà, je ne sais pas si c'est le bon acteur, ça je ne peux pas le dire. Une option qui est vers le non, mais il y a des choses à faire. Et puis, je ne suis pas en train de dire que le cloud privé est mort, je suis en train de dire que tu as intérêt à être sacrément bon. Si c'est ça ta stratégie. Peut-être qu'ils lèvent. Est-ce qu'ils sont compétitifs dans le paysage? Ça, c'est une autre question. On marque une pause, il est déjà presque 21h. On marque une pause, on va se retrouver juste après. Donc, nos trois débriefeurs, Yves Maître, Clément David, Lucas Perrodin. On dira un mot sur ce qui se passe à Châteauroux. À Châteauroux, il se passe que Google va peut-être implanter un data center, son premier en France. Alors, ils sont présents en France via leurs infrastructures cloud, mais chez d'autres hébergeurs. Là, ce sera à Châteauroux. Un Google en propre. Et puis tiens, une photo étonnante pour les plus anciens de l'informatique, Linus Torvalds, ça vous dit peut-être quelque chose? Linux, voilà, vous avez compris, c'est lui qui a créé ce noyau Linux. Eh bien, il s'est rencontré avec Bill Gates, figurez-vous, ça fait 22 ans que leur bataille, il ne s'était jamais... Enfin, il s'était peut-être vu, sans doute vu en privé, mais voilà, il n'y a jamais eu une photo officielle des deux ensemble. On en parlera, ce sera notre petit clin d'œil de fin de ce débrief. À tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de la tech avec nos trois débriefeurs du soir, Yves Maître, Operating Partner chez Jeul Capital, Clément David, président de Théodo Cloud, et Lucas Perrodin, fondateur de AI Partners. Voilà, il y avait déjà toute la première partie que vous pouvez retrouver bien entendu en podcast sur le site Tech & Co et en replay. Qu'est-ce qui se passe à Châteauroux? À Châteauroux, figurez-vous que Google s'intéresse de près à l'agglomération de Châteauroux. 200 hectares pour créer un data center. Plutôt, faut accueillir ça plutôt positivement. Tu es le spécialiste du cloud, le roi du cloud quand même, bien surnommé. Il y a deux éléments. Il y a deux éléments. Le premier, c'est, oui, Google n'a pas de data center en propre en France aujourd'hui. Ils cherchent à en construire. Tu imagines bien qu'ils ont une veille sur tous les terrains comme ça qui peuvent être intéressants en France.
Et de toute façon, c'est la preuve que oui, ils passent par les Phoenix et par les exactement. Ils vont avoir des besoins. Ils savent qu'ils ont besoin de leurs propres infrastructures pour les assumer. Ils ont plus la main mise dessus. Et puis, d'un point de vue aujourd'hui politique, ils ont besoin aussi de montrer qu'ils investissent et qu'ils vont avoir des infrastructures en propre. Ça, c'est la partie Google. C'est pas une grande surprise. La partie qui est très intéressante dans cette news, c'est que tout le monde se dit pourquoi Châteauroux. Et en fait, ce qui est intéressant, il y a de l'énergie qui va arriver plus vite. Non, mais c'est ça. C'est en fait, et pour une fois, je vais pousser un peu le public. Je vais dire en fait, ce que fait l'État, et ce que fait le monde public, c'est bien. Voilà, vous pourrez la noter. Ça arrivera pas souvent. C'est que ça fait partie de ces terrains, le terrain à Châteauroux, clé en main, où on fait de la facilitation administrative. On a le foncier n'est pas hors de prime. Exactement, le foncier est OK, etc. Et il y a une ligne de haute tension qui arrive, je crois que c'est 400 mégawatts. 400 000 volts, ouais. 400 000 volts, voilà, qui va arriver, etc. Donc, c'est un terrain qui a été conçu pour qu'on puisse investir facilement dessus. Et pour qu'un Google qui dit « Ah, j'ai un plan de 75 milliards sur 5 ans dans les data centers », il puisse potentiellement facilement se poser là. Donc, c'est cool, c'est-à-dire que l'incitation, ça marche. Ensuite, il faut se calmer aussi, c'est-à-dire qu'il y a une étude, Google, ils ont mis un chèque de 50 millions bloqué en disant si l'administration veut bien, mais ça a l'air bien parti, on va pouvoir faire des études. Et puis après, tu en as pour 1 ou 2 ans d'études. Tu as la géologie, tu as la nature, tu as le côté sismique. Associations qui vont râler. Tu as des gens qui vont râler. Mais c'est le début, c'est cool. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est quel type de data center. Mais en gros, le data center le plus cher du monde, quasiment, c'est le data center de la NSA aux US. C'est 5-6 milliards de budget d'investissement. Là, à mon avis, on sera plutôt sur un data center comme ce qu'il peut y avoir en Belgique, de l'ordre de 400 à 600 millions d'euros d'investissement hors terrain. Mais voilà, on est identifié. J'ai toujours entendu, moi qui ai toujours bossé pour Corporate America et dans des boîtes qui ont des gros data centers, que l'Europe était championne du monde du coût d'opération des data centers. On m'a toujours dit, it's very cheap. C'est très peu cher d'opérer les data centers en Europe, c'est imbattable à cause de l'infrastructure, de l'énergie, du nucléaire. Ils vont faire le leur en Allemagne, tout ça. Et puis, mais il y a un élément important, notre mix énergétique est très décarboné. Et donc ça, c'est super intéressant. Et puis Châteauroux, ça n'aurait échappé à personne, c'est quand même assez au centre. Et on peut aller dans les microsecondes très vite vers la fibre qui arrive à Marseille, vers... pour la latence, ça va très bien. Tu vois, pour les temps de latence, tu préfères avoir des trucs en France. Moi, je pense que l'État, en effet, comme tu l'as souligné, fait un très bon travail de mise à disposition des terrains, de la structure, etc. Il faut que ça continue parce que c'est pas tout soit sur le papier. Il va falloir que ça s'améliore. Moi, je pense qu'il y a quand même un truc où, à mon avis, les gens de Google, ils n'ont pas dû être contents, mais pas contents du tout. C'est qu'il y a un maire qui a été lâché une information, à mon avis, de manière probablement un petit peu anticipée, un petit peu émotionnelle, et que normalement, dans les entreprises comme Google, américaines, les entreprises professionnelles, la communication est super câblée. Donc, la seule chose que j'en déduis, c'est que le maire de Châteauroux, n'étant pas sûr de gagner les élections dans 1 an, il anticipe en donnant des informations pour essayer d'avoir des électeurs. Il y a un aéroport, parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'avions qui viennent, et un grand atelier de peinture. C'est pas si loin, juste parce que pour les avoir eus, ils m'ont dit attention, c'est très tôt, c'est juste une étude, il va y en avoir plein d'autres. Je ne suis pas très loin de la vérité. Mais voilà, en tout cas, on suit ça. Tiens, autre sujet, donc cette photo prise il y a quelques jours entre Linus Torvald, donc celui qui a développé le noyau Linux, aujourd'hui on parle beaucoup d'open source évidemment, et puis Bill Gates. Et ça, c'est une photo assez étonnante, là, Lucas. Assez étonnant. Alors c'est une photo un peu anachronique, c'est moins un événement aujourd'hui, mais Linux, il est quand même derrière, si je ne me trompe pas, le cœur d'Android. De l'OS qui... Tous les sites web, tous les sites web, Apache, l'OS qu'il y avait dans MetaQuest aussi, c'est la base du software de tout ce qui n'est pas Microsoft ou iOS dans le monde. Donc il a quand même, il mériterait un peu plus de reconnaissance et de lumière. C'est vrai qu'à une époque, faut voir, c'était l'époque Richard Stallman aussi, où l'open source était vu un peu, c'était presque une secte, c'est presque comme ça qu'on les décrivait, alors que Microsoft avait à l'époque la belle image de ceux qui vont à la fois dans le grand public, à la fois dans les entreprises. Il faut voir, au début, c'était tout ça. Tu l'as déjà rencontré, Linus ? Non, j'ai rencontré Bill, mais pas Linus. Le plus riche des deux. T'as bien fait. Non, celui que j'ai eu la chance de rencontrer, puis c'est tout. Non, je pense que c'est une jolie photo. Moi, j'ai énormément de respect pour les deux, mais peut-être un peu plus émotionnellement pour Linus, puisqu'il a décidé
de faire une vie par rapport à une philosophie, par rapport à une vision qui n'est pas du tout une vision économique au sens de gagner du fric, pour être très 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 clair. Aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'utilisateurs, c'est lui qui a gagné. Quand on regarde les comptes en banque, c'est lui qui a perdu, mais je crois qu'il s'en fout. Et je trouve ça extrêmement bien de voir qu'il y a des gens qui se disent « ce qui m'importe, c'est la collectivité, c'est que l'ensemble des gens puissent travailler avec des choses les plus accessibles possibles. » Et puis, j'imagine qu'il a suffisamment d'argent quand même pour avoir une voiture. Et souvenez-vous, c'est lui qui avait noyau Linux, c'est lui qui avait créé Git, donc cette communauté de développeurs, GitHub racheté par Microsoft. C'est un grand monsieur. Bon, enfin voilà, on voulait vous parler de cette photo qui est pour les historiques de l'informatique. Ils trouvent ça toujours passionnant. Allez, messieurs, merci encore infiniment. C'est tellement dégagé. Allez, bonne soirée. Yves Maître, Clément David. Oui, on va laisser la place à Léa Benaïm pour son Flash Tech. Merci encore Yves Maître, opérateur partenaire chez Jeunes Capital, Clément David, président de Théo de Cloud, et Lucas Perrodin, fondateur de AI Partners, qui nous fait toujours l'amitié de venir depuis Londres, et parfois en courant comme ce soir. Allez, tout de suite le Tech Flash, Léa Benaïm. Restez avec nous sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Quand Trump bouscule l'économie. On est sur une guerre commerciale qu'on n'a pas vue depuis plus d'un siècle. Les discussions avec les Chinois, ça avance, ils les adorent, mais que c'est quand même très compliqué. S'il n'y a pas d'accord, ça sera la faute de l'Europe. Quand les marchés s'emballent. Une remontée grâce aux valeurs de l'énergie. Un titre au plus haut historique, oui, il y en a en ce moment dans le marché. Quand le gouvernement cherche des milliards. La dépense publique a augmenté de près de 400 milliards depuis 2017. Il ne faut pas non plus oublier que derrière chaque niche, il y a un bénéficiaire. On cherche à supprimer les organismes, peut-être qu'il faut supprimer le vôtre. Quand la technologie change tout. Elle avait fait beaucoup parler d'elle, elle avait été repoussée 2 fois. On parle d'intelligence artificielle. C'est sur BFM Business que ça se passe. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Le Tech Flash avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir Fred, bonsoir à tous. Et à la une, c'est une course contre la montre qui commence. Il reste 48 heures à Apple pour modifier les règles de son App Store en Europe. Sinon, l'entreprise devra payer à partir de jeudi des amendes pouvant atteindre jusqu'à 5% de ses revenus. Selon le FT, des négociations de dernière minute ont d'ores et déjà commencé entre l'entreprise américaine et la Commission européenne. En France, Google choisit la ville de Châteauroux pour son premier data center dans le pays. Un terrain de près de 200 hectares pour un montant avoisinant les 60 millions d'euros. Google possède déjà des data centers en France, mais en colocation. Celui-là serait son premier en propre dans le pays. Et puis au Royaume-Uni, on parle en milliards d'euros puisqu'Amazon a annoncé un investissement de 46 milliards d'euros sur 3 ans. Et oui, et ce afin de soutenir le développement de l'intelligence artificielle dans le pays. Le projet comprend la création de 4 nouveaux entrepôts ainsi que des mises à niveau et des extensions du réseau existant. Et le Royaume-Uni n'est pas le seul pays à bénéficier de cette stratégie d'expansion. La semaine dernière, l'Australie a elle aussi reçu un chèque de 10 milliards d'euros pour y construire des data centers. Au chapitre des résultats d'entreprise, c'est une nouvelle déception pour OVH Cloud qui a annoncé une croissance quasi nulle au 3e trimestre. C'est dû à un ralentissement de son activité cloud privée. La seule branche qui se porte bien chez le groupe français, c'est le cloud public avec une progression de 17%. En bourse, le titre a lui plongé de 16% à Paris. Et enfin, c'est une petite révolution qui se passe en Chine. Un record vient d'être battu, celui du débit Internet par satellite. Le pays a utilisé une technologie laser pour transmettre des données vers la Terre et le débit s'est avéré être 5 fois plus rapide que celui de Starlink et surtout capable de résister aux turbulences atmosphériques qui ont tendance à affaiblir la vitesse du trafic. Des performances qui surpassent même la fibre optique en France. Et pour finir, je vous propose une interview exclusive à retrouver en replay et en podcast sur le site de BFM Business. Si vous avez raté l'émission Tech & Co, la quotidienne d'hier, François Sorel recevait Claudie Aigneret. C'est une scientifique et astronaute française. C'est la première femme européenne à être allée dans l'espace. C'était il y a 30 ans. Et on écoute ensemble un extrait.
magnifiques évolutions scientifiques et technologiques qui font que cette mission que j'ai eu la chance de vivre, où j'étais dans une capsule hyper fiable. J'ai volé avec le système Soyouz, fusée Soyouz qui avait été tirée plus de 1700 fois avant que je ne monte à bord. Une capsule Soyouz dans laquelle il y avait encore des boutons poussoirs, des systèmes analogiques, des procédures sur des gros livres. Et c'est vrai que je vois aujourd'hui ce qui se passe sur une capsule Crew Dragon avec cette automatisation, les écrans tactiles, voilà, ces systèmes de contrôle numérique. Alors, je suis à la fois admirative et étonnée par ce saut technologique considérable. Et puis il y a plein d'autres choses qui ont changé dans le milieu du vol habité ou des lanceurs. On voit bien qu'aujourd'hui, des choses qui nous paraissaient impossibles il y a 30 ans. Voilà, interview de Claudie Aigneret, première femme européenne à être allée dans l'espace, à retrouver en replay et en podcast sur le site de BFM Business. Allez, tout de suite, on retrouve la rédaction de Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Bonsoir Pierre Berge-Sia. Bonsoir Frédéric. On va parler de Tesla, épinglé pour publicité trompeuse en France. Voilà, pour une fois, Tesla propose une capacité de conduite autonome en option sur ses modèles, ce qui est jugé comme une publicité, comme une pratique commerciale trompeuse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore qui tombe encore à nouveau sur les épaules de Tesla ? Ça c'est sûr. Frédéric, la répression des fraudes, donc la DGCCRF, accuse Tesla France de tromper les consommateurs. Ce qu'on reproche à Tesla, c'est l'option, je cite, capacité de conduite 100% autonome, qui donne en fait une fausse impression qui laisse croire que la voiture peut se conduire seule, ce qui n'est pas vrai aujourd'hui en Europe. On l'aurait su, oui. Oui, parce que en réalité, le système, il exige une intervention et une supervision d'un conducteur bien réel. C'est pas du tout le 100% autonome promis. Donc c'est là-dessus, c'est sur cette option qui marche pas en Europe, ce serait une pratique commerciale trompeuse. Exactement. Cette pratique commerciale est trompeuse. Alors, d'une certaine manière, elle fonctionne, mais elle reste hyper limitée dans son cadre français. Cette option autonome que Tesla vend, on le rappelle quand même, jusqu'à 7 500 €, c'est pas rien, permet seulement la détection de feux rouges et des stops, donc pas de conduite totalement autonome en France. On rappelle quand même, Tesla s'était fait taper sur les doigts en Chine pour avoir parlé de conduite aussi autonome, alors que cette fonction, elle est également limitée en Asie. Du coup, en Chine, la marque a dû renommer son mode conduite automatique assistée par autopilote en un sobre conduite assistée. Voilà, au moins c'est clair. Et donc en France, qu'est-ce qu'ils risquent ? Ils doivent aussi changer le nom ou alors ils risquent carrément des amendes ? Alors, il va falloir qu'ils se mettent au pas, parce que l'entreprise a 4 mois pour se mettre en règle. Alors peut-être qu'ils vont changer le nom. En tout cas, ils verront avec la répression des fraudes, parce que sinon, c'est 50 000 € d'amende par jour de retard. On imagine quand même l'amende qui peut grossir beaucoup. Et comme vous le disiez précédemment, c'est un gros coup dur pour Tesla France, encore une fois, qui n'était déjà pas au top en ce moment. En mai, on a appris notamment sur ce plateau que les ventes de Tesla avaient chuté de 67% par rapport aux ventes au même mois l'année dernière. Oui, c'est une sacrée zone de turbulence que traverse Tesla en ce moment. Et c'est pas que l'histoire de son patron, de son PDG. Il y a beaucoup de choses aussi autour de sa technologie ou de la technologie qu'on juge un peu vieillissante. Merci Pierre Berge-Sia. Voilà, vous pourrez retrouver toutes ces infos sur le site techandco.com. On va rester dans le monde un peu automobile avec des drones, mais des drones terrestres qui fonctionnent avec de la 5G. Vous allez découvrir tout ça ensemble, c'est tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Avec nous, le Bernie Ecclestone, peut-être du 22e siècle. C'est Laurent Sierletta, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur au Lauria, qui est un laboratoire commun. Alors, il y a l'INRIA, l'Université Lorraine et le CNRS. Et maître de conférence à Mines Nancy. Et vous avez monté alors avec des étudiants, c'est tout, on va découvrir tout ça ensemble, une course de drones terrestres. Alors, je dis bien drone terrestre, parce que drone, on imagine tout de suite quelque chose qui vole. Là, on est drone terrestre. Et alors, le but, c'est de... tant mieux, voir quelle sera la meilleure équipe étudiante, mais c'est surtout de tester les réseaux 5G. Alors, d'où vous est venue cette idée ? Voilà, en quoi consiste cette course ? Alors, tout d'abord, je vous remercie de l'invitation. En fait, l'idée, elle date de plusieurs années. On a monté un projet européen avec des partenaires de 6 pays. Et en fait, on a cherché quel pouvait être un peu le point d'orgue de nos collaborations. C'est un projet Erasmus+, donc c'est effectivement pour les étudiants
étudiants et pour, on va dire, les étudiants aussi à direction du grand public et du jeune. Et en fait, on voulait donc faire une course finalement de drones pour montrer la partie plus industrielle, c'est-à-dire les problématiques de, on va dire, performance temps réel, bande passante, etc., qui vont être utiles pour des robots. Mais on ne voulait pas non plus trop que ce soit sérieux. Oui. Et donc, l'idée est venue rapidement d'organiser. Donc, on a discuté avec la direction des relations internationales, avec la com et puis avec les partenaires. On s'est dit, une course de drones, c'est super fun, c'est intéressant et ça va montrer normalement les performances de la 5G, même si c'était il y a quelques années, tout n'est pas encore au point, donc on s'est dit, c'est super. Et donc voilà d'où est venue, on va dire, l'idée. Donc vous avez créé, c'est la Future Networks Academy, donc pour travailler sur les réseaux du futur, et donc ce Grand Prix 5G. Alors ça consiste en quoi? Donc il y a des élèves, alors les élèves, je parlais des mines Nancy, de CNRS, INRIA, mais on peut être modestement collégien et se lancer sur ce projet, à faire partie d'une équipe, c'est ça? Alors en fait, la journée, en fait, on a essayé de regrouper plusieurs ambitions qu'il y a à l'école. C'est donc déjà, faire travailler nos élèves sur des projets, on va dire, vivants. Deux, c'est aussi en fait en lien avec les cordées de la réussite, puisque nos élèves ont vocation à aller dans les collèges de la région. Ça va jusqu'à Forbach. Il y a des gens qui ont pris des enfants qui ont pris le bus 2 heures pour venir. Et en fait, on a fait toute la journée avec aussi une association locale. On a parlé de l'histoire en fait des réseaux. On est allé jusqu'à la 5G, 6G en fait, avec les partenaires aussi européens. On leur a présenté à tous ces collégiens qu'est-ce qu'ils peuvent faire, c'est quoi les réseaux, c'est quoi le but, c'est d'attirer aussi un peu, les talents de demain qui puissent venir vous rejoindre. Et en intérieur, on a un Tech Lab au niveau des mines qui permet de faire le développement technique un peu avancé parce qu'on a customisé fortement et les voitures et on a bien sûr testé notre réseau pour que ce soit et qu'on n'ait pas de glitch, on va dire, pendant la course. Ces voitures, elles ressemblent, alors si vous nous regardez en télévision, vous les voyez certainement, si vous êtes en radio, ça ressemble à ces modèles, ça fait 30-40 cm, avec souvent les espèces de grosses roues, buggy, comme on peut voir des voitures télécommandées. Donc c'est à partir de là, ils sont partis de ces voitures-là, et dessus, ils ont monté tout le protocole. C'est quoi la complexité Alors en fait, la complexité, c'est de transformer, en fait, ces voitures-là en général utilisent des systèmes radio spécifiques qui sont utilisés, on va dire, par tous les voitures ou les avions ou les drones habituels, on va dire, en radiocommande, et qui ont des canaux dédiés, etc., qui sont dans le spectre, on va dire, un peu libre. Et ils n'ont pas d'intelligence et ils n'ont pas... on transmet pour la transmission vidéo, par exemple, c'est de l'analogique le plus souvent. Maintenant, il y a de la transmission numérique avec de la meilleure qualité de vidéo. C'est ça, le cahier des charges, c'est ça? Il faut qu'il y ait une caméra embarquée qui diffuse des images et tout ça? En fait, contrôlable. Alors, pour la démonstration, on a mis toutes les personnes, finalement, sur une estrade, et contrôlable à distance, donc à travers un réseau 5G, avec de la 4K pour chaque pilote, donc très peu de latence pour que ça puisse être piloté à grande vitesse, parce que c'est ça aussi, on va dire, pour que ce soit... c'est une course. En fait, partout, normalement depuis l'école, mais même dans le monde entier, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on s'est connecté à notre réseau 5G, parce qu'on est opérateur 5G à l'école, la première école à avoir eu ce réseau 5G, donc standalone, opérateur, on a nos fréquences, on ne peut pas être perturbé par les Wi-Fi, tout ce qu'on veut, etc. On a une super qualité et on doit pouvoir piloter donc sur l'estrade, mais en fait on a fait tous nos tests depuis les bureaux de l'école, n'importe où, et même à distance on peut piloter ça comme si on était à côté avec des très très faibles latences et une qualité de service en fait qui nous permet d'avoir aussi des gros débits. Et donc tu t'ai montré comment faire rentrer tout ça dans ce qui reste d'espace dans la voiture. On les a mis un peu sous contrainte, ces élèves, en disant voilà, il faut que ce soit dans un modèle embarqué. Donc on voit une partie pédagogique, donc pour attirer des plus jeunes vers ces technologies, et puis une partie plus technique. Alors déjà dans le modèle embarqué, et c'est vrai que pour ceux qui ont fait des écoles d'ingénieurs il y a 30 ans, quand il fallait monter des petites choses avec de la batterie, l'embarqué c'était quelque chose. On n'avait pas encore des connexions cloud vers des clouds et tout ça. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est montrer la capacité de ces réseaux 5G industriels, parce que le but c'est ça. C'est vrai qu'ici même on parle beaucoup du réseau 5G, qu'on va utiliser un peu de façon standard, mais il y a une révolution qui est en train de se faire aussi dans les industries. Parce qu'en fait, à l'école, on a monté ce réseau donc 5G, on a une chaire avec Nokia sur le réseau 5G. Et en fait, l'idée, c'est... il y a beaucoup de support des ingénieurs. En fait, quasiment, on va dire, c'est quand même... On a des ingénieurs à l'école qui aident pour faire ça, qui ont fait 80% du travail. Mais les élèves montent tout le projet autour. Et en fait, pour faire fonctionner cette plateforme, nous, notre objectif, c'est d'avoir des partenariats avec les industriels d'un côté, d'avoir nos élèves qui sentent quels sont les intérêts de la 5G. Bien sûr, tout le monde le dit, au-delà d'aller regarder des vidéos, 50 vidéos en parallèle, dans les transports en commun. Donc, il y a en fait toute cette notion de quand je vais commander un robot, je veux que la commande soit immédiate. Et en fait, si je rate, il y a un crash.
L'avantage avec une voiture radiocommandée, c'est un crash, c'est fun. Bon, là, les seuls crashs qu'il y a eu, sont des erreurs de pilotage. Et puis, pareil, si on veut piloter à distance des robots, on va avoir une bonne conscience du contexte. Il faut avoir beaucoup de vidéos, des transmissions de points, de nuages de points en 3D, transmis par lidar, etc. Donc, en fait, on a toute une expertise depuis des années grâce aux ingénieurs du Tech Lab. On met des petits boîtiers sur des robots chiens, dont on a plein de robots quadrupèdes. On a été aussi les premiers à avoir le Spot, par exemple. On a l'Animal aussi maintenant, qui est un robot suisse pour essayer de rester plus européen. Et donc, on a l'expertise de faire ça. Maintenant, il faut le rentrer de plus en plus petit, réussir à être connecté en 5G, faire en sorte que ça marche avec la 5G industrielle, parce que tous les téléphones et tous les modems qu'on peut acheter comme ça ne sont pas forcément compatibles. Et après, faire des tests en fait, de passage à l'échelle avec 1, 2, 3, 4 voitures, la retransmission des flux vidéo sur les écrans. Donc c'est ça, c'est tous ces tests-là sur la 5G qui peut intéresser, j'imagine, oui, on a un Nokia qui est dans le coin, qui renifle un peu toutes les innovations, toutes les astuces technologiques que peuvent trouver vos ingénieurs. Latence, est-ce qu'il y a une partie aussi, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'impact environnemental, on sait que dès qu'on a déployé les 5G, ça a été, il y a eu des débats sans fin, remettons-nous vers la science, où là on voit que la 5G, a priori, consomme moins. Est-ce que là aussi, il y avait un enjeu aussi de ce côté-là ? Alors, pas sur cette démonstration-là. Alors, quoi qu'au départ, en fait, il y a un petit enjeu environnemental, c'est qu'on aurait espéré que les voitures soient, on va dire, hybrides, avec l'hydrogène, etc. On en a une qui est hybride, mais on n'a pas eu le temps d'en acheter suffisamment pour l'événement. Mais en fait, dès le départ, on a eu la problématique de est-ce que c'est bon pour l'environnement? Est-ce que ça pose des problèmes même pour les employés? Bien sûr. Il y a beaucoup de discussions sur la problématique des ondes, etc. Donc, on a mené une enquête, une étude sanitaire, etc. Alors déjà, on avait montré que notre propre réseau 5G, qui est plus performant, était plus performant que, je vais faire un petit peu de bashing, mais que le Wi-Fi de l'université, qui était, bien sûr, plus performant que la 4G à l'époque, 4G+, etc., des opérateurs. Et en plus, ça émettait moins fort. Donc, parce qu'on a mesuré le spectre, etc. Donc, dans l'absolu, de toute façon, notre 5G à nous, elle est un peu moins dangereuse, entre guillemets, que si ça l'était. Plus frugale et moins dangereuse. Ça consomme assez peu, parce que nous, on n'a que quelques bornes qui ne consomment pas plus, finalement, qu'un gros point d'accès Wi-Fi. Mais au lieu d'en avoir, je sais pas, on va dire plusieurs dizaines dans le bâtiment, on en a 4, quoi. Donc, ce sera le 5 juin. C'était le 5 juin, pardon. Je me basculais déjà en juillet. Juste pour l'anecdote, parce qu'il y avait plusieurs universités, c'est un programme Erasmus, donc il y avait du Luxembourg, partout. Et les Français ont fini combien? Sont bien finis? Alors, bien sûr, avec notre esprit chevaleresque, nous sommes arrêtés en demi-finale et nous avons laissé les deux partenaires. C'était l'université de Delft, je crois, et les Finlandais. Bien sûr, s'affronter en finale. Eh bien, merci d'être venu parler de tout ça. Donc, au moins, voilà. Mais au moins, on a ces tests grandeur nature, peut-être pas, mais en tout cas, on peut aller tester vraiment cette technologie, cette 5G industrielle. Vous êtes bienvenue pour les tester chez nous. Eh bien, industriel on ira faire le déplacement. Merci Laurent Sierletta. Je rappelle, vous êtes enseignant-chercheur au Lauria, maître de conférence à Mines Nancy. Vous pouvez retrouver FNA, c'est Future Networks Academy, Grand Prix 5G, pour voir un peu les images de tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, Tech & Co, même heure, même endroit. Tech & Co, la quotidienne, c'est terminé. Mais bien sûr, retrouvez-nous en replay, en podcast. On vous attend. Et puis sur YouTube, depuis hier, on diffuse l'émission entièrement sur YouTube. À très bientôt sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.